Alors, la question 2, c'est une question importante puisque nous allons rentrer dans cette phase pré-budgétaire avec ce débat d'orientation budgétaire qui est une obligation légale imposée à nos collectivités et qui doit nous permettre collégialement dans cette assemblée d'examiner le contexte national et international budgétaire et financier pour arriver à une vision beaucoup plus précise qui est celle de la situation de notre collectivité, de notre commune. Examen qui nous permet ensuite de finaliser le budget que nous voterons d'ici quelques semaines. Alors pour faire cette présentation du débat d'orientation budgétaire, nous allons travailler à plusieurs, puisque à la fois Hervé Lenné et Philippe Collet vont prendre la parole de manière conjointe et complémentaire sur le premier volet, et puis ensuite nous interviendrons tous les trois sur la dimension un peu plus locale, un peu plus municipale de cette construction budgétaire pour l'année 2019. Voilà, messieurs, c'est à vous. Alors vous avez le diaporama à votre disposition. Vous avez dû avoir les documents par voie numérique. Donc logiquement, toutes les conditions sont réunies pour que chacun puisse suivre avec précision ce qui va vous être présenté. C'est parti. Alors, débat d'orientation budgétaire. Pour les aranchinés, il n'y a pas de souci. Tous les ans, c'est un exercice que l'on pratique avant le vote de budget et qui est une obligation pour les communes de plus de 3500 habitants. C'est le Code général des collectivités locales qui l'impose. Et il s'agit d'un débat. Et ce débat ne fera pas l'objet d'un vote. Pour autant, chacun sera en mesure de s'exprimer tout le temps qui conviendra. Mais encore une fois, il y aura pas de vote à la fin. Alors, ce débat porte d'abord sur un rapport où sont indiquées les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels qui sont envisagés, ainsi que la structure et la gestion de la dette. Différents points seront examinés. Alors, comme l'a dit Monsieur le maire, on va vous faire une présentation en alternance avec Philippe Collet, à qui je laisse la parole dès maintenant. Philippe va nous parler du contexte économique qui a servi de base à l'élaboration de ce débat budgétaire. Oui, donc je vais t'amener à lire et à commenter 3 tableaux, mais avant de les commenter, j'aimerais citer la source. C'est le rapport économique et financier pour le projet de loi des finances de 2019. Je la cite parce qu'il y a peut-être des chiffres qui peuvent interpeller, mais c'est des chiffres factuels, pris dans la pagination de cette source-là. Donc le premier tableau, on le découvre sur l'écran, c'est les données nationales et internationales, et il y a 3 années, 2017, 2018 et 2019. On rappelle les taux de croissance des produits intérieurs bruts en pourcentage. Le PIB monde sur les 3 années est sensiblement égal à 3,7, 3,8. Au niveau des USA, c'est légèrement inférieur. 2017, 2,2, 2018, 2,8 et 2019, 2,6. On s'aperçoit que sur la Chine, on est 3 fois plus élevé en taux de croissance. On a un peu plus même. On a 6,9, 6,6 et 6,3. La zone euro enregistre les résultats suivants, 2,5, 2,1, 2,1. Quant à la France, on est légèrement en dessous de la zone euro en taux de croissance. 2017, 2,2. 2018, 1,7 et 1,7 2019. Il convient de rapprocher ces chiffres des prix à la consommation, qui sont de 1, 1,8 et 1,4 sur les années respectives. Le second tableau, ce sont les données France sur les 3 mêmes années, et en ce qui concerne le déficit public, je rappelle la source là, parce qu'il peut y avoir une interrogation. C'est le rapport économique et financier pour le projet de la loi des finances 2019, page 118. Alors 2017, moins 3,4, 2018, moins 2,9 et 2019, moins 2,6. La dette publique est aux alentours de 98,6, 98,5 c'est 2017, 98,7 c'est 2018 et 98,6 c'est 2019.
J'arrive au troisième tableau à commenter qui s'intitule « Les administrations publiques locales contribuent au redressement des comptes publics de la nation ». Dans le titre, c'est bien noté « Les administrations locales publiques ». On découvre le tableau suivant. On rappelle sur la première ligne l'endettement au sens Maastricht. On retrouve donc nos endettements 2017 98,5, 2018 98,7, 2019 98,6. Alors, donc contribution des administrations publiques centrales. Contribution des administrations publiques centrales. On s'aperçoit qu'elles contribuent au déficit, si je peux m'exprimer ainsi, 79,9 en 2007, 81,1 en 2018, 82,1 en 2019. Et avec satisfaction, on s'aperçoit que les administrations publiques locales ont fait un réel effort dans la maîtrise des charges, puisque elles ne contribuent qu'à hauteur de 8,8 en 2017, on baisse en 2018 à 8,5 et on baisse encore en 2019 à 8,1. Il en est de même pour la contribution des administrations de la sécurité sociale, 9,9, 9,1, 8,4. C'est des prévisions en 2019. Ben, bien sûr. 2019, en effet, ce sont des prévisions. Merci Jean. Oui. Et vous noterez que l'État augmente sa dette alors que l'État impose aux collectivités locales et aux administrations de sécurité sociale de baisser les leurs. Alors, à toi Hervé. Alors, dans la loi de finances 2019, qui a été votée en décembre 2018, il y a un volet collectivité. Et dans les mesures qui concernent les collectivités, donc sur l'ensemble du territoire national, il est prévu certaines dispositions. Le maintien de l'enveloppe de dotation globale de fonctionnement. Les années précédentes, depuis 2013, la dotation globale de fonctionnement baissait régulièrement année après année. Donc là, pour 2019, au même titre que 2018, l'État, au travers de la loi de finances, a pris un engagement de maintenir cette enveloppe. Il est bien évident qu'à l'intérieur de l'enveloppe, il peut y avoir des disparités, des évolutions. Mais globalement, l'enveloppe sera la même. Même chose, maintien du dispositif de pacte financier. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2018 et qui ne concerne pas la ville d'Avranches. Ce dispositif concerne les villes importantes, les métropoles et les grandes villes, à savoir que un contrat est passé entre l'État et les collectivités publiques pour limiter les dépenses de fonctionnement à une augmentation de l'ordre de 1,2% au cours de l'année 2019. À l'inverse, augmentation des dotations péréquatrices, que sont la dotation de solidarité urbaine ou la dotation de solidarité rurale, et pérennisation du bloc FSIL, DETR, c'est un fonds de soutien à solidarité. Poursuite de l'exonération partielle et progressive de la taxe d'habitation. Tout le monde est bien au courant. La page suivante, c'est ce qui avait été présenté par le bureau d'études Gallia quand on s'était rencontré au mois de juin ou juillet, notamment à Saint-Martin-des-Champs, qui avait été présenté les effets de la réforme de la taxe d'habitation. Alors, moi, je vais raisonner sur le total du territoire. Vous voyez le distinguo entre l'ancienne commune d'Avranches et l'ancienne commune de Saint-Martin-des-Champs. Donc, sur l'ensemble du territoire, on a 4 858 foyers fiscaux. Sur ces 4 858, 25%, c'est-à-dire 1224, étaient déjà exonérés de taxes d'habitation en 2017. Mais en 2020, c'est-à-dire à l'issue des 3 ans d'étalement de l'exonération de taxes d'habitation, on va passer à 2860 foyers fiscaux, c'est-à-dire 59%, qui vont être exonérés de taxes d'habitation. Donc au total, sur notre territoire, commune nouvelle, 84% des foyers fiscaux seront exonérés de taxes d'habitation. 84%, c'est-à-dire 4084 foyers fiscaux sur un total de 4858. Alors, on va passer à la création de la commune nouvelle. Alors, à minima, gel des dotations sur 3 ans, bonification de la dotation forfaitaire 5%, l'effet trésorerie du fonds de compensation TVA,
mise en œuvre de l'intégration fiscale progressive et des abattements d'Avranches à partir de 2020, retour d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine. Ensuite, on va parler de l'égalité devant les services publics et de la différenciation tarifaire. L'harmonisation des tarifs à anticiper. Alors, Conseil d'État, section du 9 mars 1951, Société des concerts du Conservatoire et Conseil d'État, section 10 mai 1974. C'est les sieurs Desnoyers et Jorque. Alors, ce qui nous concerne d'une façon un peu plus précise, c'est la cantine, la location des salles, l'harmonisation du régime indemnitaire des agents, l'harmonisation, le renouvellement des contrats et marchés. Nous arrivons sur un tableau composé de 3 colonnes et de plusieurs lignes. Sur la première colonne, il y a les avantages. Donc l'avantage très substantiel, c'est le fonds de compensation TVA. La contrepartie, c'est l'harmonisation des tarifs. Et il faudra penser à anticiper le fonds départemental à la péréquation de la taxe professionnelle. L'autre avantage, c'est la DGF et la DSU et la DSR. Le coût, c'est un coût qui est lié à l'indemnité des élus. On anticipera les contrats d'assurance. On notera qu'il n'y aura pas d'emprunt en 2019. Le coût, l'harmonisation indemnitaire, et puis à anticiper l'état de l'actif. Donc tout ça, compte tenu de l'argent qu'on reçoit grâce à la commune nouvelle, ça va nous permettre entre autres d'avoir une CAF intéressante. Le coût, c'est le recensement annuel. De par le fait qu'on soit dans une commune de plus de 10 000 habitants, on est contraint et forcé de faire un recensement de l'ordre de 10% par an. C'est même pas de l'ordre, c'est 10% par an. Et puis, il faudra anticiper l'intégration fiscale progressive sur les 12 années. Donc, je te repasse la parole, Hervé, pour les recettes confortées, taux d'imposition locale et dotation. Alors, on arrive dans le côté intéressant. En termes de recettes, vous savez qu'il y a des recettes locales qui sont constituées par les taxes foncières et taxes d'habitation. Et dans un deuxième temps, on verra les recettes que constituent les dotations. Taux de fiscalité, donc pour cette année 2019, il n'y aura aucun changement, que ce soit taxe d'habitation, taxe foncier bâti, taxe foncier non bâti. L'intégration sur les deux communes se fera sur une durée de 12 ans, un lissage sur une durée de 12 ans, mais qui ne commencera qu'en 2020. Donc l'année 2019 sera une année blanche. Il n'y aura aucun changement dans les taux de fiscalité. L'importance des recettes fiscales en produits, on avait en 2018, quand on fait état des sommes reçues en tant que recettes locales, aussi bien sur Avranches que sur Saint-Martin-des-Champs. Donc en 2018, on avait 6 751 189 euros. En 2019, on devrait recevoir au titre de la commune nouvelle 6 770 000 euros, ce qui fait une augmentation de 0,3%. 0,3%, ça correspond à un indice qui correspond à l'inflation, avec une légère diminution. Alors précisément, les dotations, et les concours de l'État. Donc là, on a 4 dotations. Moi, je m'attache aux dotations qui sont caractérisées en gras. Donc la dotation forfaitaire, c'est la dotation principale, devrait évoluer et augmenter de 90 078 euros. Elle passerait de 1 770 064 à 1 868 142 euros. Donc ça, c'est une estimation. La dotation nationale de péréquation, elle devrait augmenter également de 232 096, elle devrait passer à 286 531, ce qui fait une augmentation de 54 435 euros. La dotation de solidarité rurale devrait elle aussi augmenter, passer de 632 666 à 699 236, c'est-à-dire une augmentation de 66 570 euros.
Et la DSU, dotation de solidarité urbaine, on devrait retrouver les chiffres qu'on avait en 2017. Vous savez qu'en 2018, on avait perdu la moitié de cette dotation de solidarité urbaine. Donc du fait de la commune nouvelle, on retrouve les chiffres qu'on a pu connaître précédemment. Donc on va retrouver une DSU de l'ordre de 249 840 €, ce qui fait donc un écart important par rapport à 2018. Mais c'était 2018 qui était une année sacrifiée. Donc quand on additionne tous ces chiffres-là, on a un total de dotation de la part de l'État qui devrait passer de 2 770 492 € à 3 103 749 €, soit une augmentation par rapport à 2018 de 333 257 €. Si on fait une rétrospective, c'est-à-dire si on remonte les années précédentes, 2014-2017, donc ça ce sont des chiffres relativement anciens, qui nous ont déjà été communiqués, même chose par le bureau d'études CALIA. Donc en 2017, les recettes de gestion atteignaient 10 700 000 pour la ville d'Avranches et 1 800 000 pour la ville de Saint-Martin-des-Champs. Je vous rappelle que ce sont des chiffres 2017. Et la fiscalité directe représentait 51% des recettes à Avranches et 69% à Saint-Martin-des-Champs. Donc 51, c'est une recette importante de la part des recettes locales. Et vous avez sur les tableaux du dessous une ventilation des recettes pour l'ancienne ville d'Avranches 2014-2017 et des recettes ventilées pour Saint-Martin-des-Champs 2014-2017. On peut conclure que les recettes, qu'elles soient locales ou qu'elles proviennent de dotations de l'État, sont maintenues et sont même confortées. Monsieur Collet. Oui, alors donc le total des recettes, c'est 12,5 millions pour les communes, pour la commune nouvelle. Bon, maîtrise des dépenses de fonctionnement. Charges à caractère général. On a trois schémas, trois années. Donc, sur l'année 2017, à Avranches, les charges à caractère général s'élevaient à 2 449 000, à rapprocher de 321 000 pour Saint-Martin. Sur 2018, 2 69 850, on s'aperçoit qu'il y a une baisse substantielle. À rapprocher d'Avranches, de Saint-Martin à 341 789. Et le prévisionnel pour 2019 est de 2 435 756 sur les deux communes. Les dépenses de personnel, un peu moins de 6 millions pour Avranches en 2017, 691 000 pour Saint-Martin. Les dépenses du personnel ont baissé en 2018, 5 888 159 pour Avranches, également baissé sur Saint-Martin, 677 509. Le cumul des deux communes de la commune nouvelle, donc sur 2019, en prenant une base d'augmentation à 1%, serait de 6 646 325 €. Donc ensuite, c'est la rétrospective financière. On va changer de slide. Voilà. Donc en 2017, les dépenses de gestion atteignaient 9,3 millions d'euros pour Avranches, plus 2,1% en 3 ans, et 1,1 million d'euros à Saint-Martin, plus 1,8 en 3 ans, ce qui correspond à un total de 10,4 millions. Les charges du personnel représentent 65% des dépenses à Avranches contre 63% à Saint-Martin. Là, il y a deux tableaux. Il y en a un qui concerne la ventilation des charges de 2014 à 2017 pour Avranches et un qui concerne la ventilation des charges de gestion sur la même strate d'année pour Saint-Martin. Donc il y a différentes couleurs, je vous laisse le soin de les regarder, étant entendu que les charges du personnel sont en grise et les charges à caractère général sont en orange. Ensuite, j'arrive à la rétrospective financière. Les deux communes dégagent en 2017 en cumulé une CAF brute de 1,6 million.
et une CAF nette de 442 000 euros, hors résultat exceptionnel. En fin d'exercice, le résultat cumulé après report et reste à réaliser atteint 1,7 million d'euros. Les ratios financiers sont d'un bon niveau. On a, lorsqu'on rapproche en effet l'encours des dettes à l'épargne brute, eh bien, on a 6,97 d'années de capacité de désendettement. Et quant au taux de CAF, donc rapproché aux recettes réelles de fonctionnement, il s'élève à 13,07. Donc deux ratios tout à fait remarquables, si on peut le dire comme ça. Ensuite, j'arrive dans les scénarios de prospective sur 3 ans. Donc les 3 années considérées sont 2018 pour un atterrissage en 2021. On observe une diminution de la CAF nette du territoire d'environ 290 kg entre 2017 et 2018, indépendamment du projet de commune nouvelle. Le projet de commune nouvelle entraîne une augmentation de la CAF nette d'environ 461 kg en 2019, 595 kg en 2020 et 643 kg en 2021. Sur l'histogramme ci-dessous, la couleur bleue représente la commune nouvelle. Et on s'aperçoit que les différents bâtons se situent au-dessus du niveau de 0, alors que si nous étions restés en communes séparées et s'il avait fallu faire consolider les chiffres, sur les deux, on s'aperçoit qu'il y a une diminution réelle pour atteindre 444 330 euros. Donc voilà, la commune nouvelle est une bonne chose financièrement parlant. Les scénarios de prospective sur 3 ans, résultat des prospectives de la prospective consolidée 2018-2021. Le territoire conserve des ratios financiers à un niveau correct dans le scénario de la commune nouvelle, entre 6 et 8 ans de capacité de désendettement et entre 11 et 13% de taux de CAF. Quand les ratios hors commune nouvelle se dégradent progressivement pour dépasser les seuils de vigilance en matière de désendettement. Les seuils de vigilance, c'est plus de 10 ans de capacité de désendettement à partir de 2020 et en dessous de 10% du taux de CAF à partir de 2019. La création de la commune nouvelle entraîne une amélioration des ratios financiers de 2019, puis l'effet ciseau reprend son cours. Alors on a la capacité des endettements qui est éloquente, si on regarde la couleur bleue, et le taux de CAF qui est également éloquent si on reste sur la couleur bleue. Donc voilà, et je vais te passer la parole pour le bloc Hervé, développement de l'investissement sans recours à l'emprunt pour soutenir l'économie locale. Ce qui vous sera proposé dans un mois, quand on votera le budget, ce sera de ne pas recourir à l'emprunt pour cette année 2019. Alors pourquoi la commune nouvelle va bénéficier d'un versement FCTVA, Fonds de compensation taxe de valeur ajoutée, sur l'année N au lieu de précédemment sur l'année N-2. En clair, la commune va recevoir un remboursement FCTVA sur l'année 2019, mais également sur les 2 années précédentes, 2017-2018. Donc en une seule fois, nous recevrons 3 années de fonds de compensation TVA, ce qui va faire un apport de trésorerie tout à fait conséquent et qui va nous permettre de ne pas envisager d'emprunt pour cette année 2018. Juste pour information, la masse annuelle de FCTVA sur les 4 dernières années représente environ 400 000 euros. Comment ? 2019. Ah pardon, alors excusez-moi si j'ai fait une erreur. Donc c'est en 2019 qu'on va recevoir les 3 années, oui. Et donc on peut estimer à 400 000 euros sur le cumul des 2 années. Si on reprend la moyenne des années précédentes. Donc pour nous, ça va faire une recette en trésorerie tout à fait conséquente.
Mais c'est un fusil à un coup, ça ne marchera qu'une seule fois. Alors, les dépenses. Alors, eu égard au fait qu'on ne fait pas d'emprunt en 2019 et au fait aussi que les capitaux restants dus vont aller en diminuant, on s'aperçoit que le prévisionnel 2019, mais c'est plus qu'un prévisionnel puisque c'est assez arithmétique, nous ramènera sur un encours de capitaux restants dus à 10 080 000 euros. Ça, c'est pour 2019, à comparer, à rapprocher de 2018, où on avait une section pour Avranches en bleu de 8 286 000 et une section en orange pour Saint-Martin de 291 000 euros. Donc, il y a 2 991 000. Ouais, merci. 291 000, ça va être... 991 000. Hein. Alors, 2 991 000 pour Saint-Martin, 8 286 000 pour Avranches. Alors, on retiendra ici qu'on est un peu plus haut de 10 millions à peu près sur 2019, ce qui fait une baisse de 10,61%. Après, on va parler de la capacité de désendettement. La capacité de désendettement, si elle est positive, permet de savoir combien d'années sont nécessaires à la collectivité pour rembourser l'intégralité de sa dette avec son autofinancement. La capacité de désendettement consolidé se situe à un bon niveau, entre 5,9 et 7 années. Entre 2014 et 2017, la capacité de désendettement des communes se situe à un bon niveau, à des niveaux relativement comparables. En 2017, les deux communes se situaient entre 5,5 et 7,5 années. L'encours consolidé atteint 11,28 millions d'euros en 2017, dont 8,29 millions d'euros pour Avranches et 2,99 millions d'euros pour Saint-Martin. Alors après, vous avez un tableau avec des courbes qui renforcent ce que je viens de dire. Alors ensuite, on passe sur les projets. Bien, donc Philippe et Hervé ont souhaité que ce soit moi qui reprenne la parole, donc je le fais de bon cœur. Donc juste pour essayer de reprendre de manière synthétique, afin d'introduire la dimension projet, ce qu'ont pu dire Hervé et Philippe, c'est vrai qu'on a la chance, et c'était l'objectif aussi de notre commune nouvelle, de bénéficier d'un vrai levier budgétaire avec déjà ce FCTVA qui va être restitué à la commune sur cette année, avec un montant qui n'est pas négligeable et qui va nous permettre, comme vous allez le voir, de réaliser différentes choses. Moi, j'insiste sur le fait aussi que l'effet commune nouvelle, c'est tout d'abord la fin, le gel des baisses de dotation globale de fonctionnement, de cette fameuse DGF. C'est aussi le retour de la dotation de solidarité urbaine que nous avions perdue l'année précédente à l'échelle de la ville d'Avranches. Et puis le maintien, voire la bonification de la DSR, donc dotation de solidarité rurale, dont bénéficiait Saint-Martin. Donc on voit qu'en conjuguant finalement nos talents, solidarité urbaine et solidarité rurale, on consolide une dotation qui est précieuse puisqu'elle s'évalue en cumulé à plus de 200 000 euros. Ce que je retiens aussi, au-delà de l'effet commune nouvelle, c'est le maintien des dépenses à la fois du 0,12, donc charge salariale, et 0,11, charge à caractère général. C'est-à-dire que ça, c'est pas du tout lié à la commune nouvelle. C'est lié à des choix stratégiques qui ont été faits à l'échelle de nos services et qui portent leurs fruits. Comme vous avez pu le voir, on maintient ce seuil. Alors, on l'a dépassé aujourd'hui avec Saint-Martin-des-Champs, mais je reviens historiquement sur les travaux que nous avions faits, notamment avec Marion Taillé, sur notre masse salariale. On arrive à vraiment maintenir un seuil tout à fait acceptable sur le 0,12. Et puis surtout, il faut rendre hommage aux services qui, aujourd'hui, ont une pratique particulièrement vertueuse en matière de consommation de crédit, avec une direction des finances qui est aujourd'hui optimisée à travers la mise en œuvre de différents outils de contrôle de consommation des crédits. Donc tout ça mis côte à côte, à la fois bonification des dotations, retour du FCTVA sur une année N, et puis bonne gestion à l'échelle de nos services, nous permet d'envisager 2019, mais aussi les années suivantes, de manière assez optimiste.
Comme cela a été dit par Philippe, l'effet ciseau, pour cette année, s'arrête. On n'est plus face à cet effet ciseau que nous devions essayer de compenser par différents moyens, notamment sur une meilleure maîtrise des crédits. Ce qui est intéressant aussi pour cette année 2019, c'est que nous n'allons pas avoir recours à l'emprunt. En effet, le recours à l'emprunt pour une commune, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Or, cette année, au vu des prévisions que nous avons pu examiner ensemble ce soir, nous n'aurons pas recours à l'emprunt et nous allons pouvoir conjointement nous désendetter, même si en effet la dette cumulée de nos deux communes n'est pas énorme, en tout cas est largement en dessous de ce que nous demandent de respecter les chambres régionales des comptes dans leurs différents rapports. Nous allons pouvoir continuer à baisser la dette tout en maintenant une CAF, donc une capacité d'autofinancement tout à fait convenable, comme l'a dit Philippe il y a quelques instants. Donc on voit bien qu'à travers ces différents points, bonification de la CAF, non-recours à l'emprunt, désendettement, eh bien l'effet comme une nouvelle est là et bien là. Et puis, cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est un maintien de notre taux d'investissement qui est particulièrement bon, puisque comme vous allez le voir, dans les diapositives qui vont vous être présentées, nous allons pouvoir investir en 2019 à hauteur de 2 900 000 euros, ce qui est très satisfaisant pour une commune de 10 000 habitants. Alors, les investissements, nous y arrivons. Donc, c'est cette diapositive qui est nommée Projet 2019. Donc, de façon à rendre ça relativement lisible, nous avons découpé en plusieurs chapitres notre politique d'investissement. Un premier chapitre Vivre ensemble, un deuxième Patrimoine au pluriel, un chapitre Qualité de vie, et puis un chapitre Vie des services. Donc voilà les différentes masses qui vous sont proposées dans ce tableau, qui n'est bien évidemment qu'un tableau de DOB, de débat d'orientation budgétaire. Ce n'est pas du tout le tableau définitif tel qu'il sera présenté dans le cadre du vote du budget. Ce sont vraiment de grandes orientations avec des masses que vous pouvez d'ores et déjà intégrer. Donc sur le chapitre Vivre ensemble, nous avons donc 410 000 euros, avec à chaque fois dans la colonne le cofinancement potentiel, on y reviendra, et puis le reste à charge. Pour la section patrimoine, 280 000 euros. Pour tout ce qui touche à la qualité de vie, et là encore c'est très, très large, 1 180 000 euros. Et puis pour la vie des services, 572 000 euros. Donc ce qui nous donne un total, alors pour la commune d'Avranches, puisqu'on a gardé ces deux sections de façon à rendre visible à tout à chacun la répartition, un total de 2 442 000 euros pour Avranches et un total pour Saint-Martin-des-Champs, avec des projets qui étaient moins importants, de 450 000 euros, ce qui nous donne un total de 2 892 000 euros que nous sommes sur le point d'investir pour cette année 2019. Voilà, avec les cofinancements qui sont en face. Alors, si on rentre dans le détail, on choisit ce soir, dans le cadre du DOB, de vous montrer les grands chantiers qui sont déjà initiés et pour lesquels on a une certitude de réalisation 2019. Bien évidemment, puisque nous aurons à voter un budget sincère et véritable, ne seront inscrits en ligne budgétaire dans le cadre de l'investissement que ce qui est déjà bien établi, bien mûri. Donc nous avons le centre Abbé Pierre, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, avec un total des dépenses qui s'élève à 360 000 euros, avec des recettes intéressantes à hauteur de 156 000 euros, avec un reste à charge de 204 000 euros. Alors, vous voyez que les différentes dotations obtenues, donc c'est la dotation de solidarité d'investissement local, DECIL. Donc là, c'est bien notifié. On est sûr d'avoir la recette à hauteur de 105 422 euros. Et puis, des subventions liées au contrat de territoire dont la signature approche, puisqu'elle est prévue pour le 26 mars, si je me souviens bien. Pour le volet musée et patrimoine, donc ce sont surtout des travaux d'amélioration de l'accueil et de l'accessibilité au scriptorial, notamment à l'accueil physique de ce musée, mais aussi à la boutique, avec 280 000 euros de dépenses, 84 000 euros de recettes, avec différentes subventions qui ont été obtenues, notamment dans le cadre du contrat de territoire avec la région, puis aussi du contrat de ruralité. Des travaux de voirie assez importants, avec 220 000 euros de dépenses qui sont inscrits,
Alors c'est, je le rappelle, dans le cadre d'une étude qui a été réalisée par le cabinet Géoptis, qui a fait un audit complet de notre voirie communale, avec des conclusions qui sont intéressantes, puisque 75% de la voirie est en bon état, voire en très bon état. Alors ça signifie qu'il reste 25% de cette voirie qui mérite d'être traitée, selon une programmation qui est en cours et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Concernant Saint-Martin-des-Champs, donc nous avions différents projets qui avaient été envisagés et qui sont bien évidemment maintenus. Des travaux prévus rue des Sorbiers. Nous avons aussi les vestiaires de football qui sont à construire sur le site donc Saint-Martinais à proximité de la plaine de jeu. Des travaux de voirie donc, qui sont en cours de définition. Et puis études ou acquisition de terrain en vue de la création d'un nouveau cimetière. C'est un sujet sur lequel nous avons eu l'occasion de parler, de discuter un peu, mais qui va se concrétiser dans les semaines qui viennent. Pour revenir sur le territoire avranchinais, donc on parle aussi de la place Carnot. Donc différentes réunions de travail ont déjà eu lieu, elles vont continuer. On va rentrer dans une phase un peu plus participative avec la mise à contribution des habitants. Donc nous prévoyons d'inscrire à notre budget la somme de 350 000 € pour pouvoir réaliser une première phase de travaux sur l'exercice budgétaire 2019. Alors cette rénovation de la place Carnot, je le rappelle, intervient dans le cadre de l'appel à projet auquel nous avions répondu, donc appel à projet régional, avec ce label ville reconstruite, dont nous bénéficions avec beaucoup d'autres villes normandes détruites en 1944. Donc là, la place Carnot était le troisième volet, le volet espace public qui avait été retenu dans le cadre de ce projet, avec notamment 25% de subventions qui sont attendues. Et puis nous aurons l'occasion aussi de solliciter des aides de l'État plus spécifiques, notamment sans doute dans le cadre de la DETR. Donc on prolonge notre politique en faveur de l'accessibilité en ville avec 150 000 € qui sont inscrits, sachant que dans certains projets, je pense à la place Carnot, certaines sommes sont liées à l'accessibilité. Donc on a une enveloppe spécifique de 150 000 € sur l'accessibilité, mais finalement l'argent investi dans ces questions est un peu plus important. Alors le quartier Saint-Gervais, vous avez pu le lire dans la presse, fait l'objet aujourd'hui d'une vraie projection suite à l'étude urbaine qui a été réalisée grâce à l'EPFN depuis quelques années. Donc on va commencer à travailler, à réaliser certains travaux avec 200 000 € de dépenses inscrits pour cette année. Alors là encore, on rentre dans le cadre de politiques partenariales, de cofinancement notamment, avec le contrat de territoire qui nous lie à la région et au département de la Manche, et puis aussi le contrat de ruralité. D'importants travaux aussi ils vont être engagés sur le centre technique municipal. Donc là, c'est un travail qui a été effectué en interne et qui vise à augmenter la qualité de vie de nos agents, notamment ceux du service technique, au quotidien, puisque vous le savez, nos ateliers sont situés dans des locaux qui ont un peu vieilli et qu'il y a lieu d'améliorer très clairement. Donc voilà les principaux chapitres que nous souhaitions vous présenter dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire et qui feront l'objet donc d'investissements importants pour 2019. Donc en conclusion, avant de vous céder la parole, donc ce qu'il faut de retenir, c'est qu'on est toujours, c'était une ligne claire à la fois pour Saint-Martin mais aussi à Avranches, un maintien des taux de fiscalité. Nous avons à cœur de ne pas toucher à ces taux, avec la poursuite de l'impact de neutralité fiscale communautaire. C'était le mécanisme qui avait été décidé de manière collégiale à l'échelle de tout le territoire communautaire, neutralité fiscale, puisqu'il y avait eu un lissage important fait à l'échelle de l'ensemble des communes, des 97 communes à l'époque. Aujourd'hui, nous ne sommes plus 95. Donc nous restons sur cet axe de neutralité fiscale avec un maintien des taux de fiscalité à l'échelle communale. Nous allons aussi appliquer le mécanisme gouvernemental de dégrèvement de la taxe d'habitation pour 84% des foyers fiscaux de la commune nouvelle, avec, souhaitons-le, un maintien ou en tout cas une compensation de la perte de cet impôt local par le gouvernement. Nous espérons tous à l'échelle nationale que ce sera bien le cas. A priori, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas, ou alors là, je ne sais pas à quoi il faut s'attendre d'un point de vue mouvement,
mouvement social et politique. Ça serait, à mon avis, très... Là, c'est les gilets rouges, c'est plus les gilets jaunes, en effet. Donc, je reviens dessus, j'insiste sur les bons résultats en termes de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Là, c'est en effet une volonté politique, mais c'est une mise en œuvre, encore une fois, de nos services sous la houlette de la Direction générale des services. Il faut le saluer. Le maintien d'un haut niveau d'investissement, en effet, 2 900 000 euros pour une commune de 10 000 habitants, c'est bien. Je pense que à l'échelle de notre territoire, nous sommes parmi les collectivités qui investissent le plus au vu de leur capacité budgétaire. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est cet équilibre budgétaire avec 13,5 millions d'euros en fonctionnement et 5,4 millions d'euros en investissement, donc tout confondu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette présentation qui a été envisagée comme relativement rapide, de façon à laisser la parole aux uns et aux autres, puisqu'il s'agit bien d'un débat d'orientation budgétaire. Donc sur la base de cette présentation, bien évidemment, nous attendons vos interventions. Qui souhaite prendre la parole le premier? Monsieur Morazin. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Taux de fiscalité 2019. Alors, vous allez répondre aux questions, puisque je ne maîtriserai certainement pas tout. L'intégration fiscale concernant la variation entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs, puisqu'il y a une différence, et puisque nous sommes désormais unis pour le meilleur, sous 12 ans, est-ce que ça sous-entend que les taux seront équivalents entre Avranches et Saint-Martin-des-Champs? Je pense que c'est ça. Donc, est-ce que ça signifie que Saint-Martin-des-Champs va avoir ces taux qui sont, bon, certes, les taxes d'habitation vont disparaître en grande partie, mais elles sont de 10%, elles sont de 20% pour Avranches. Les taxes foncières sont de 17% pour Saint-Martin-des-Champs, 25% pour Avranches. Est-ce que tout le monde se retrouvera à 25% ou est-ce qu'il y aura une adéquation qui ramènera à une zone plus raisonnable pour les uns pour les autres? Donc ça, c'est ma première question. Concernant... Alors, un sujet sur lequel je suis toujours un peu sensible, la dette de la ville d'Avranches. Alors, vous avez noté, Monsieur le maire, les chiffres 2014-2017, avec effectivement, pour les communes, se situant à 5 et 7 années de remboursement. Mais, alors, ça, c'est une question, je n'ai peut-être pas tout saisi. L'encours consolidé atteint en 2017 11 200 000 euros, dont 8 millions pour la ville d'Avranches et 3 millions pour la ville de Saint-Martin-des-Champs. Or, en 2000, là ce sont les chiffres de 2017, 8 millions 2. En 2018, je crois me rappeler qu'on avait potentiellement, on envisageait de faire un emprunt supplémentaire de 900 000 euros. Donc, ça aurait dû faire 8 millions 2 de 2017 plus 900 000, on aurait dû atteindre les 9 millions. Mais là, peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Je vois que le rapport actualisé au 12 juin, c'est écrit en bas de là. Donc, ça signifie qu'il y a une projection par rapport aux chiffres que vous aviez sur 2018 jusqu'à la date du 12 juin, je suppose, mais vous m'expliquerez si ce n'est pas tout à fait ça. Alors, je constate également qu'il me manque 2 chiffres. Je n'ai pas trouvé. J'aurais voulu connaître l'endettement de la commune par habitant. Alors, je rappelle quand même, l'endettement en 2014 par habitant était de 866 euros, en 2015, 901 euros, en 2016, 929 euros, en 2017, 971 euros. Donc, j'aimerais savoir, en 2018, où est-ce qu'on se situe. Je constate donc que nous sommes maintenant 10 000 habitants, nous avons 10 millions de dettes. Nous avons la chance, par contre, de voir que la dotation augmente, puisque vous venez de nous le dire, c'est une chance, effectivement, de 600 000 euros, 600 000 euros à peu près, qui correspond à peu près, donc, à l'endettement que nous effectuons tous les ans. Bien sûr, il y a toujours un remboursement de la dette, j'en suis tout à fait conscient. Donc, nous avons quand même la chance cette année d'avoir, donc, effectivement, des dotations importantes de l'État, on va dire autre chose, en 2019. Et il me manque également à savoir où est-ce qu'on en est dans les excédents de fonctionnement qui étaient de 2 millions et qui ont baissé petit à petit, et où est-ce qu'on en est en 2018. Voilà, donc les 2 questions, c'est par rapport à l'endettement par habitant, dont je viens de donner les chiffres, je voudrais connaître 2018, et également savoir où est-ce qu'on est dans l'excédent de fonctionnement. Je vous remercie, Monsieur le maire.
Bien alors, je vais commencer à répondre aux différents points que vous donnez. Donc sur le lissage, en effet, il va se faire sur 12 ans, avec un lissage des taux. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors on va pouvoir rentrer dans le détail, notamment des politiques d'abattement, parce que sur Avranches avait historiquement des politiques d'abattement favorables, notamment aux ménages avec enfants, qui vont être appliquées à la commune de Saint-Martin-des-Champs. C'est ce qui a été retenu par le cabinet. On va avoir, alors par contre, ce qui ne va pas disparaître, malheureusement, c'est les différences de base locative sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. Ça, c'est lié à un zonage qui avait été établi. D'accord, c'est vrai que la sono n'est pas merveilleuse. Donc, pour le lissage, en effet, il se fera sur 12 ans. Donc, à terme, on aura les mêmes taux à l'échelle de toute la commune. Hein, donc, avec. C'est un taux moyen. On va pas, on nivelle pas tout par le haut ou tout par le bas. Donc, c'est un lissage. C'est un lissage. C'est-à-dire que vous avez une moyenne qui va s'établir de manière, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un lissage. Donc ça, c'est prévu avec des politiques d'abattement, comme je disais à l'instant, qui seront appliquées de manière homogène à l'échelle des habitants de la commune nouvelle. Sur la question de la dette, en effet, les chiffres que vous donnez sont incomplets puisqu'il faut intégrer le remboursement. C'est-à-dire que lorsque vous empruntez sur une année, parallèlement, vous remboursez les dettes plus anciennes. Et bien évidemment, le jeu qui a été le nôtre au cours des années précédentes, des 3 années précédentes, c'est qu'on remboursait plus de dettes qu'on en consommait, puisque les taux étaient particulièrement favorables. Vous vous souvenez de ces taux qui avoisinaient les 1%, les taux d'intérêt, bien évidemment. Donc, en effet, nous étions dans une mécanique vertueuse, si je puis dire, du fait de ces taux particulièrement bas. Donc, cette année, nous continuons sur cette ligne avec notre capacité, j'espère que vous en réjouissez, à ne pas contracter d'emprunt. Alors le calcul de dette par habitant, Hervé Lenné doit l'avoir, moi je ne le connais pas. Alors, ce n'est pas l'objet du jour. Aujourd'hui, on est dans le débat d'orientation budgétaire. Tous les chiffres que vous demandez seront connus quand on présentera le rapport administratif, le compte administratif de l'année 2018. Et ça, ce sera au courant du conseil municipal du mois prochain. Sinon, la dette par habitant en 2018, elle va se situer aux environs de 970 € par habitant. Pour 2018. Ce qui est surtout intéressant, Hervé, c'est de dire qu'en fin 2019, on a 10 080 000 €, sachant qu'on a 10 800 habitants. Il suffit de diviser cette somme-là par 10 800 et on arrive à une dette par habitant qui serait, sauf erreur de calcul, de 934. Donc il y a une amélioration substantielle réelle. 934. Ce qui nous remet dans la bonne moyenne. Hein. On est même en dessous de la moyenne. On est sur 10 800 ou moins de 10 800 parce qu'il y a eu moi, je ne sais pas. Alors là, j'ai compté 10 800. 80 100 et là, on est à 10 800. C'est vrai que les chiffres ne sont pas tout à fait... Si on prend les lycéens, est-ce qu'on prend les lycéens, est-ce qu'on les prend pas Non, c'est 10 000. Enfin, je veux dire que là, on rentre en effet dans le détail, mais c'est judicieux. Hein. On va vous apporter tous les éléments, de toute façon, d'ici le vote du budget. L'important, c'est de retenir que la population municipale est bien de 10 800 habitants. Donc, à partir de là, vous pouvez faire le calcul de la dette par habitant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que certains emprunts importants qui avaient été contractés par la commune de Saint-Martin-des-Champs seront remboursés en totalité d'ici 1 an. Donc cette dette aussi va continuer du fait de la fin de ces emprunts à diminuer. Donc ce qu'il faut retenir ce soir tout du moins, c'est que la Chambre régionale des comptes, enfin les chambres régionales des comptes d'une manière générale, insistent sur le fait qu'une commune dont la politique d'endettement est vertueuse doit avoir un ratio des endettements aux alentours de 7 ou 8 ans. Quand on est à 10 années, ça devient critique. Au-delà, ça devient franchement irraisonnable. Avec le choix stratégique que nous vous proposons dans le cadre de ce DOB, on tombera en dessous des 7 ans, on sera aux alentours des 6 années et quelques décimales. Donc on continue à amplifier, j'ai envie de dire, la dynamique vertueuse dans laquelle on s'est positionné maintenant depuis quelques années. Monsieur Morazin.
Effectivement, monsieur le maire, vous avez parfaitement raison. Toutes les villes, c'est pas en réalité les sommes d'endettement qui sont importantes, c'est la durée de remboursement et de capacité de remboursement. Effectivement, 10 années, c'est considéré comme une zone critique, voire rouge. Donc effectivement, heureusement que la commune nouvelle retombe sur cette année en moyenne de désendettement. Ce serait un petit peu embêtant, vu qu'il y a des accompagnements derrière. Donc effectivement, là, je vous suis complètement. Par contre, vous ne m'avez pas donné au niveau de l'excédent de fonctionnement, où est-ce que nous en sommes actuellement ? J'ai pu répondre qu'on verra tout ça le mois prochain au compte administratif. En tout cas, cette capacité d'autofinancement, ce matelas, comme vous l'appeliez à une certaine époque, sera largement conforté du fait de la création de la commune nouvelle et en raison des mécanismes que nous avons évoqués. Donc il s'agit bien de revenir à une capacité d'autofinancement, acceptable, telle que nous l'avait préconisé la Chambre régionale des comptes dans l'audit qui avait été conduit entre 2014 et 2015. Oui. Reste bien sûr un sujet, celui des charges de personnel qui étaient de 6 millions pour Avranches, dont j'ai à plusieurs reprises dit que c'était une zone un peu limite, 6 millions. Là, nous sommes un peu plus de 6 millions encore. Je sais qu'il y a 18 emplois supplémentaires à Saint-Martin-des-Champs. Dans le cadre de la commune nouvelle, il est souvent noté qu'il est raisonnable de faire une mutualisation des emplois. Je pense que vous aurez certainement une politique sur l'emploi qui sera resserrée pour éviter d'engager des dépenses supplémentaires qui sont des dépenses sur des longues durées. Donc j'espère qu'au niveau des charges de personnel, il y aura peut-être la possibilité de redistribuer, de proposer au niveau d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs des possibilités au niveau du personnel afin de limiter et d'éviter des redondances. Je vous remercie. Alors, le volet ressources humaines a été particulièrement bien travaillé dans le cadre de la construction de cette commune nouvelle. Chacun des agents des deux communes a été consulté à travers des réunions de travail. Aujourd'hui, on ne parle pas de mutualisation puisqu'il n'y a qu'un seul tableau des effectifs. Il n'y a qu'une seule commune et les agents autrefois d'Avranches ou de Saint-Martin-des-Champs appartiennent à la même collectivité. Donc, on ne peut pas parler de mutualisation, ça n'a pas de sens. En revanche, en effet, en cas de doublon, et en fin de compte il n'y en a pas, puisqu'on maintient le plus possible les agents là où ils œuvraient au préalable, il s'agit plutôt de trouver des articulations dans le fonctionnement au quotidien. Et surtout, il ne s'agit pas de créer pour les uns ou les autres des surcharges de travail en les envoyant dans des zones où ils n'avaient pas l'habitude d'œuvrer au préalable. Donc on est bien sur cette gestion raisonnée qui se traduit aussi budgétairement. Si vous additionnez la masse salariale d'Avranches avant fusion et celle de Saint-Martin-des-Champs avant fusion, vous retrouvez sur le même montant. Donc si vous décortiquez le 0,12 tel qu'il est envisagé dans le cadre du budget que nous voterons d'ici un mois, vous retrouvez les deux blocs aujourd'hui consolidés avec un maintien de cette masse salariale strictement avranchinaise, mais vraiment pour mémoire, en dessous des 6 millions, en tout cas au niveau des 6 millions. Je rappelle qu'en 2014, la masse salariale de la ville d'Avranches était environ à 6 300 000 euros, voire un petit peu plus. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas à tout prix de diminuer la masse salariale pour diminuer la masse salariale, mais il s'est agi pour nous, et vous le savez très bien puisque vous participez aux différentes commissions qui se penchent sur ce sujet, d'optimiser les moyens humains. Je rappelle encore une fois, ça fait la 3e fois qu'on prononce ce nom ce soir, que le premier recrutement que nous avons fait en 2014, c'était celui d'une directrice des ressources humaines, de façon à nous aider à mieux envisager l'avenir de nos services. Et en effet, le recrutement de cadres dans ce domaine nous a permis de mieux consommer nos crédits de fonctionnement, notamment sur le 012, en embauchant des personnes compétentes. Mais je laisse la parole à Amélie Capel, qui est adjointe en charge des ressources humaines. Merci. Donc oui, il faut bien voir que ce chiffre est stable, en fait. Et quand on prévoit 1%, c'est dû à des charges supplémentaires, mais qui sont, on va dire, fonctionnelles et qui sont, on va dire, qui arrivent là chaque année. Je tiens à dire aussi que la mutualisation
qu'est-ce que vous mettez derrière mutualisation? En effet, quand j'entends parler, Monsieur le maire, d'optimisation, je préfère ce terme-là, puisque on sait qu'en faisant commune nouvelle, ça nous permet de maintenir des services à la population, justement parce qu'on a ces moyens humains, en nombre suffisant. Et je pense que il faut aussi prêter attention, en effet, à la qualité de vie au travail. Donc, soyons prudents aussi quand on veut absolument réduire les dépenses du personnel. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Siri. Monsieur le maire, moi j'aurais 2 questions à vous poser sur les projets 2019. Alors, ce qui concerne la place Carnot, pour essayer de nous détailler un petit peu le budget, les dépenses et tout, parce qu'on m'a parlé, alors vous allez me dire, c'est d'un budget d'1 370 000 euros pour la réalisation des travaux totaux, pour le total des travaux. Alors aujourd'hui, je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres, parce qu'aujourd'hui, le chiffrage définitif, il est loin d'être connu. On était parti sur une estimation à hauteur de 950 000 euros. Combien? 950 000 euros. D'accord. Alors parce que là, je vois 25% de 715 000 euros hors taxes. C'est pour la ville. Non, l'estimation préalable était aux alentours de 950 000 euros. Et là, pour l'instant, les différentes options, on a eu une première présentation en municipalité il y a maintenant 2 semaines ou 3 semaines, donc du cabinet qui a commencé à produire des esquisses. Donc les options ne sont pas encore entièrement validées. Donc je ne sais pas trop d'où vous sortez ces chiffres. Donc je ne sais pas si vous avez plus d'informations que moi, ça m'intéresse. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ah oui, mais... Et la deuxième question, elle porte sur les travaux de l'église Saint-Gervais. Oui. Que je vois absente dans les projets 2019. Il faut savoir qu'il y avait eu des travaux importants de fait en 2012. Bon, sans vouloir parler de religion ou quoi que ce soit, mais ça fait partie, l'église Saint-Gervais fait partie du patrimoine et de la culture avranchinaise. Oui. Et je m'aperçois qu'il n'y a rien de fait pour finir les travaux, il n'y a rien de projeté pour la finition des travaux. Question intéressante, j'ai déjà répondu, finalement ce n'est que le DOB. Donc pour l'instant, on ne parle pas d'inscription budgétaire précise, ce sont les grandes masses qui ont été données. Alors Madame Leroy pourra vous en dire quelques mots, puisqu'elle participe à un groupe de travail de manière très active, qui se réunit autour de passionnés du patrimoine, de paroissiens, et sur un projet qui va nous lier, si nous signons une convention et si une association porteuse voit le jour, ce que je souhaite, à la signature d'une convention de façon à lancer une souscription publique. Donc ça, c'est la dynamique dans laquelle on essaie de se positionner aujourd'hui, et les choses avancent, n'est-ce pas Madame Leroy, puisque nous étions ensemble cet après-midi. Bien évidemment, l'argent qui a été investi en 2012 sur ce projet, c'était 1 500 000 euros. 1,2 million. Oui, enfin tout, je pense qu'on était largement... C'était donné 1,2 million. On était un peu au-dessus de mémoire. Je peux me tromper, mais je crois que c'est plus. On était un peu plus, c'était plutôt 1 500 000 euros, voire encore un peu au-delà. Bref, on sait qu'aujourd'hui, alors on sait de manière très lâche qu'il faudrait, pour achever les travaux de rénovation de cette église, 1 million d'euros. C'est le chiffrage ancien que la ville a à sa disposition, sauf que c'est un chiffrage qui est totalement caduc aujourd'hui. Ça signifie qu'aujourd'hui, si nous voulons relancer des travaux de rénovation de cette église, qui est en effet, je vous rejoins, un élément important du patrimoine de la ville, avec, j'ai envie de dire, une situation dans le quartier Saint-Gervais qui fait sens avec ce qu'on essaie de mettre en place dans ce secteur d'Avranches, il nous faudra travailler sur une nouvelle programmation qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir relancer une consultation pour refaire un diagnostic et surtout pour établir une étude programmatique de travaux qui restent à faire. Alors, vous aviez fait le choix à l'époque d'engager presque 2 millions d'euros sur une première phase de travaux. Bon, c'était un choix stratégique avec un endettement important à l'époque. Hein. Bon, c'était votre choix. Aujourd'hui, non, je termine, Monsieur Morazin. Aujourd'hui, la stratégie telle qu'on essaie de la déployer au sein de ce groupe de travail, c'est d'avoir une programmation pluriannuelle de travaux qui serait en partie financée par une souscription
dans le cadre d'une convention avec une association qui est en cours de constitution et puis la Fondation du patrimoine. Pour donner d'autres exemples comparables, je vous citerai la commune de Saint-James, qui a aussi besoin de financements importants pour rénover son église, qui a subi des dégâts importants il y a quelques mois. Et on le voit partout en France. Je pourrais citer Saint-Loup, je pourrais citer Saint-Jean-le-Thomas et bien d'autres églises dans la région. Les collectivités ne peuvent plus seules entretenir des monuments de cette taille et qui nécessitent des investissements aussi importants. Donc la Fondation du patrimoine, qui est un organisme renommé en France, a vocation aussi à nous aider. Autre exemple concret, le Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, rénovation du cloître, alors que le Mont-Saint-Michel est un monument particulièrement lucratif, puisque les droits d'entrée payés par les visiteurs permettent largement d'entretenir le monument. Eh bien, la rénovation du cloître du Mont-Saint-Michel s'est fait avec du mécénat privé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'Avranches, notamment lorsqu'il s'agit de patrimoine et d'entretien de bâtiments historiques, doit rentrer dans cette logique de cofinancement et doit pouvoir faire appel à des mécénats extérieurs. Monsieur Morazin, vous vouliez prendre la parole. Oui, non, je voulais simplement effectivement aller dans votre sens. Si nous avions décidé à l'époque de rénover Saint-Gervais, c'est parce que les travaux étaient inévitables. La situation de Saint-Gervais était assez catastrophique au niveau du bâtiment. Et c'est un bâtiment historique dans le sens où, effectivement, il se raccroche véritablement au Mont-Saint-Michel, puisqu'il y a une historique entre les deux bâtiments, du fait du trésor qui s'y trouve, entre autres. Et donc, c'est aussi un phénomène de patrimoine. Donc, c'est un bâtiment qui n'est pas simplement une église en soi. C'est aussi un trésor pour la culture et pour tout ce qui touche le tourisme. Nous sommes totalement d'accord. Madame Leroy. Oui, pour apporter quelques précisions, c'est vrai qu'il y a eu quelques personnes qui se sont réunies pour s'inquiéter de l'état de la basilique Saint-Gervais. Effectivement, nous avions bien senti qu'il n'y avait pas une volonté politique qu'il y ait des travaux de fait à Saint-Gervais. Ce n'était pas une des priorités. Chaque mandature choisit ses priorités. Pardon, Madame Leroy ? Oui, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, qu'il n'y avait pas de volonté politique ? Il n'y avait pas de volonté de faire des travaux à Saint-Gervais. Ce n'était pas dans les projets. Vous n'aviez pas ce projet. Mais il y a plusieurs travaux qui se font ici et là qui n'étaient pas dans les projets initiaux. Oui, mais bon, on s'inquiétait. On était plusieurs à s'inquiéter qu'il n'y ait pas de travaux. Donc, on s'est réunis à plusieurs personnes. Vous avez fait partie aussi de ce comité de pilotage. Vous en faites partie maintenant. Bien. Et donc, j'en fais partie maintenant. Essaie de voir, effectivement, par quels moyens on pourrait avoir des Je pense que j'y étais avant vous. Non. Après, vous avez intégré je ne pense pas. Le comité de pilotage, vous avez intégré... Bon, écoutez, je vous en laisse la paternité ou la maternité, plus exactement. Allez-y, excusez-moi. Allez-y. Donc, ce comité de pilotage dont vous faites partie se réunit régulièrement et donc pour voir dans le cadre d'une souscription comment on pouvait faire des travaux au niveau de la basilique Saint-Gervais sur plusieurs tranches effectivement, et il va y avoir création d'une association. Cette association, l'Assemblée générale, normalement, est prévue le mercredi 24 avril. Le lieu n'est pas encore défini, à 20h30. Donc, si quelques personnes parmi vous sont intéressées pour adhérer à cette association qui n'a pas encore de nom, bon, les statuts, nous allons y travailler avant l'Assemblée générale pour voir effectivement, pour déposer un dossier au niveau de la Fondation du patrimoine pour voir quel financement nous pourrions avoir. Bon, c'est vrai que ça va se faire aussi peut-être dans le cadre des journées qui ont, au niveau du mois d'octobre, le 12 et 13 octobre, il va y avoir 2 journées importantes autour de Saint-Aubert. Et donc, peut-être à ce moment-là, plus parler de la souscription ce jour-là qui pourrait être faite pour des travaux qui restent à déterminer. Voilà, à plusieurs tranches. Donc, s'il y a des bonnes volontés de personnes qui sont intéressées à intégrer cette association, appel aux bonnes volontés. Donc, j'ai fait une erreur, monsieur le maire ? Pas du tout. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Y a-t-il d'autres interventions concernant ce débat d'orientation budgétaire? Personne ne souhaite prendre la parole? Bien. Écoutez, je considère que tout a été dit et que donc les
les propositions qui vous sont faites vous satisfont. Je pense qu'on a une belle opportunité en 2019 de consolider nos capacités budgétaires, à la fois en fonctionnement et en investissement, avec une forte capacité aussi à maintenir nos services publics. Je pense que c'est ça aussi qu'attendent nos concitoyens, à une époque où on reproche bien souvent à l'État, d'une manière générale, un éloignement entre nos services publics et puis les personnes les plus dépourvues. On parle souvent de fracture numérique. Je pense que notre capacité à agir au plus près des habitants, notamment dans le champ social, dans le champ culturel, même en termes d'accessibilité, comme on le parlait à l'instant, on le disait à l'instant, eh bien toutes ces ambitions que nous portons, nous saurons y répondre favorablement, énergiquement, grâce à ces capacités budgétaires qui sont aujourd'hui confortées. Voilà, écoutez, merci de vos interventions. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre l'examen de notre ordre du jour.